Clara n'aurait jamais imaginé qu'un seul dîner pourrait faire voler en éclats toutes ses certitudes sur elle-même. Un simple « oui » à une requête inhabituelle de sa patronne. Un homme que l'on disait ennuyeux. Une nuit qui lui donna l'impression d'entrer dans un monde qui n'était pas le sien. Mais parfois, c'est précisément lorsque nous nous sentons le plus déplacés que nous trouvons exactement l'endroit où nous sommes censés être. Et cette nuit-là. Cette nuit-là ne fut que le début de quelque chose qu'aucun d'eux n'était prêt à affronter. Si cette histoire a déjà touché votre cœur, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime ci-dessous, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun chapitre, et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous écoutez. Et si vous sentez que cela valait vraiment la peine d'être ici, cliquez sur le bouton super merci. Votre soutien fait toute la différence et nous aide à continuer à vous apporter des histoires qui émeuvent vraiment les gens. Chapitre 1, la proposition. Clara n'avait jamais imaginé que sa vie pourrait basculer à cause d'un dîner. Mais ce jeudi après-midi-là, alors qu'elle classait les dossiers des patients à la réception de la clinique dentaire de Brooklyn, Margaret, sa patronne, surgit avec une proposition aussi étrange qu'alléchante. « Clara, j'ai besoin de vous parler. Dans mon bureau, s'il vous plaît. » Son ton était sérieux, mais sans menace. Le cœur de Clara s'emballa tout de même. Avait-elle fait quelque chose de mal? Elle laissa les dossiers sur le bureau et suivit Margaret dans le couloir étroit, passant devant les salles de soins d'où s'échappait le doux bourdonnement des fraises dentaires. À l'intérieur du bureau, Margaret ferma la porte et s'assit derrière son bureau en acajou. Ses yeux, toujours calculateurs, semblaient mesurer chaque réaction de Clara. « Asseyez-vous » dit-elle en désignant la chaise en face d'elle. Clara obéit, ses mains moites jointes sur ses genoux. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici, Clara ?»« 3 ans, docteur Margaret. » 3 ans de ponctualité, de dévouement et 0 plainte. Je le remarque. Margaret marqua une pause, comme si elle choisissait ses mots avec soin. Je sais que vous vous occupez de votre mère malade et de votre jeune frère. Je sais que le salaire ici est correct, mais il n'est pas généreux. Clara avala sa salive difficilement. C'était vrai. Chaque centime comptait. Chaque facture en retard était comme une pierre dans son estomac. Je voudrais vous offrir une augmentation, poursuivit Margaret. 15%. À partir du mois prochain. Les yeux de Clara s'écarquillèrent. 15%. Cela signifierait pouvoir payer les rendez-vous de sa mère à temps, acheter des fournitures scolaires décentes pour son frère, peut-être même respirer un peu. Mais il y a une condition. Et voilà. Il y avait toujours une condition. Margaret se pencha en arrière dans son fauteuil, croisant les bras. Mon neveu, Preston Whitmore, a besoin d'une cavalière pour un dîner d'affaires demain soir. C'est un événement important. Investisseurs, architectes, gens influents. Il est. Eh bien, ce n'est pas exactement le genre de personne qui a la conversation facile. Clara cligna des yeux, confuse. Et vous voulez que je l'accompagne? C'est tout. Soyez gentille. Souriez. Faites la conversation. Il a besoin de paraître accessible. Humain. Margaret soupira. Preston est brillant, mais socialement compliqué. Il a hérité de l'empire immobilier familial, mais parfois, il agit comme s'il préférait être seul dans une pièce vide plutôt qu'entouré de gens. Clara ne savait pas si elle devait rire ou avoir pitié de lui. Docteur Margaret, je ne sais pas si je suis la bonne personne pour ça. Je ne suis jamais allé à ce genre d'événement. Je n'ai pas les vêtements. Je ne sais pas comment. Je m'occupe de ça, l'interrompit fermement Margaret. Vêtements, chaussures, tout. Vous avez juste besoin de vous présenter et d'être vous-même. Honnêtement, je pense que c'est exactement pour cela que ça marchera. Preston n'a pas besoin de quelqu'un qui fait semblant d'être autre chose. Il a besoin d'authenticité. Clara sentit une boule dans sa gorge. Authenticité. Comme si c'était quelque chose de simple à porter quand on pouvait à peine payer ses factures. Et si je dis non? Margaret n'hésita pas, alors il n'y a pas d'augmentation, et je comprendrai, Clara. Je ne vous estimerai pas moins, mais ce serait dommage de gâcher cette opportunité. Pour vous deux. Le silence pesa lourdement entre elles. Clara pensa à sa mère, fragile dans son lit, essayant de cacher sa douleur. Elle pensa à son frère, qui méritait plus que ce qu'elle pouvait lui donner. Elle pensa à elle-même,
fatiguée de vivre sur le fil du rasoir. D'accord, dit-elle, sa voix plus assurée qu'elle ne l'espérait. J'irai. Margaret sourit, et il y avait là quelque chose de sincère. Parfait. Je vous enverrai les détails par message. Et Clara. Merci. Cette nuit-là, dans son petit appartement du Bronx, Clara regarda la robe que Margaret avait envoyée. Elle était bleu marine, élégante, avec une coupe qui semblait faite sur mesure. Il y avait aussi une paire de talons qui brillaient sous la faible lumière de la lampe. Sa mère, assise dans son lit avec ses médicaments à côté d'elle, sourit faiblement. « Tu vas être magnifique, ma chérie. »« Je ne sais pas si je peux faire ça, maman. Je serai entourée de gens riches et importants. Je suis juste une réceptionniste. » Sa mère lui prit la main avec une force surprenante. « Tu es tellement plus que ça. Et si cette femme te fait confiance, c'est qu'elle voit quelque chose que tu ne vois pas encore. » Clara ravala ses larmes. « Et si je gâche tout? Alors tu apprendras. Mais j'ai le sentiment que tu ne gâcheras rien. Parfois, Clara, la vie nous place dans des situations étranges précisément parce que nous devons y être. » Chapitre 2, le dîner. Le lendemain matin, Clara arriva au travail avec un mélange de nervosité et de détermination. Margaret l'appela de nouveau dans son bureau, cette fois pour lui donner les dernières instructions. Le chauffeur passera vous prendre à 19h. Le dîner est à Midtown Manhattan, à l'Astor. Preston vous y retrouvera. Est-ce qu'il sait pour moi? Il sait qu'il aura de la compagnie. Il ne sait pas qui. Margaret sourit légèrement. J'ai pensé que c'était mieux ainsi. Preston a tendance à se faire des idées, puis à être déçu. Alors laissons-vous vous rencontrer naturellement. Naturellement, répéta Clara, comme si ce mot avait un sens dans cette situation absurde. À 19h précise, une voiture noire rutilante s'arrêta devant son immeuble. Le chauffeur, dans un costume impeccable, ouvrit la porte. Clara monta, se sentant comme une impostrice. Le siège en cuir était plus doux que n'importe quel canapé sur lequel elle s'était jamais assise. Alors que la voiture glissait dans les rues animées de New York, Clara regarda par la fenêtre. Les lumières de la ville clignotaient comme des étoiles tombées du ciel. Les gens se précipitaient dans tous les sens, chacun avec sa propre histoire, ses propres peurs. Et elle se dirigeait vers un dîner avec un homme qu'elle n'avait jamais rencontré. Un homme que tout le monde disait ennuyeux. Un homme qui, selon Margaret, avait besoin de paraître humain. Clara prit une profonde inspiration. Peut-être qu'elle en avait besoin aussi. Peut-être qu'ils avaient tous les deux besoin de cette soirée pour des raisons qu'ils ne comprenaient pas encore. La voiture s'arrêta devant l'Astor, un gratte-ciel de verre et d'acier illuminé comme un phare. Clara sortit, lissa sa robe et leva le menton. Elle ne savait pas que de l'autre côté de ces portes, Preston Whitmore était tout aussi nerveux. Qu'il se sentait aussi déplacé, et que cette nuit serait pour eux deux le début de quelque chose d'impossible à prédire. La salle à manger de l'Astor était tout ce que Clara avait imaginé et craint. Des lustres en cristal pendaient du plafond incroyablement haut, déversant une lumière dorée sur des tables couvertes de nappes d'un blanc immaculé. L'air sentait le parfum coûteux et le vin rouge. Des femmes glissaient à travers l'espace dans des robes qui coûtaient plus que ce que Clara gagnait en 6 mois. Des hommes en costume riaient fort, confiants, comme si le monde entier leur appartenait. Et peut-être était-ce le cas. Clara se tenait à l'entrée, sentant le poids de la robe que Margaret avait choisie. Elle était belle, oui. Mais cela ne la faisait pas se sentir moins étrangère. Une hôtesse s'approcha avec un sourire professionnel. « Bonsoir. Votre nom, s'il vous plaît. »« Clara. Clara Mendez. Je suis avec Preston Whitmore. » La femme vérifia la liste et hocha la tête. « Bien sûr, il est déjà là. Table 17, au fond. » Clara traversa la salle, évitant les regards curieux. Chaque pas semblait résonner, même sur l'épais tapis. Quand elle repéra enfin la table 17, elle s'arrêta. Il était là. Preston Whitmore n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Margaret avait dépeint quelqu'un de maladroit, fermé, peut-être même inintéressant. Mais l'homme assis à la table, parcourant nonchalamment le menu, était différent. Grand, les épaules larges sous un costume gris anthracite taillé à la perfection. Des cheveux châtain clairs, légèrement ébouriffés, comme s'il avait passé sa main dedans une fois de trop. Et quand il leva les yeux, remarquant son approche,
Clara sentit l'air quitter ses poumons. Des yeux verts, profonds, fatigués. Ce n'étaient pas les yeux de quelqu'un d'ennuyeux. C'étaient les yeux de quelqu'un portant le poids du monde sur ses épaules. Preston se leva immédiatement, un réflexe automatique de politesse. Mais son expression en était une de pure surprise. Vous devez être. Il hésita. La cavalière dont ma tante a parlé? Clara tendit la main, essayant d'ignorer sa nervosité. Clara Mendez. C'est un plaisir, monsieur Whitmore. Il lui serra la main, sa poigne ferme mais pas dominatrice. Preston. S'il vous plaît, pas de formalité. Ses yeux l'étudièrent un instant, puis il laissa échapper un soupir presque imperceptible. Ma tante ne m'a pas dit qui venait. Juste que j'avais besoin de compagnie. Elle est directe, dit Clara en s'asseyant sur la chaise qu'il avait tirée pour elle. Et je travaille à sa clinique. Je suis réceptionniste. Preston se rassit, et pour la première fois, quelque chose ressemblant à un intérêt sincère traversa son visage. Une réceptionniste? Donc vous n'êtes pas l'une de ces personnes que ma tante me présente habituellement? Des personnes? Héritières, mondaines, femmes avec des noms de famille qui résonnent dans les conseils d'administration. Il prit son verre d'eau, ses doigts tambourinant légèrement sur le verre. Des gens qui savent exactement ce qu'ils veulent de moi avant même de me rencontrer. Clara sentit quelque chose se détendre en elle. Alors nous sommes tous les deux pas à notre place ici. Preston la regarda avec une attention renouvelée. Comment vous sentez-vous déplacé? Ne l'êtes-vous pas? Clara regarda autour d'elle, vers les tables voisines où des conversations animées sur des fusions d'entreprises et des voyages sur des îles privées coulaient naturellement. Je suis venu parce que votre tante m'a offert une augmentation. Honnêtement, je ne sais pas si cela me rend courageuse ou désespérée. Pour la première fois, Preston sourit. Ce n'était pas un sourire complet, mais le coin de sa bouche se releva, et ses yeux parurent un peu moins fatigués. L'honnêteté. C'est rafraîchissant. C'est tout ce que j'ai, dit Clara en prenant le menu. Ça, et une robe empruntée. Un serveur s'approcha, versant du vin rouge dans leur verre avec une précision chirurgicale. Quand il s'éloigna, Preston leva son verre. Aux robes empruntées et à la compagnie inattendue. Clara choqua son verre contre le sien, le son cristallin résonnant entre eux. À ne décevoir personne. Vous n'avez déjà pas déçu, dit Preston en baissant son verre. La moitié des femmes que ma tante m'a présentées ont passé la soirée entière à parler d'elles-mêmes. Vous venez d'admettre que vous êtes ici pour l'argent. C'est honnête, et je préfère l'honnêteté à la performance. Clara rit, surprise. Vous n'êtes en rien comme ce que votre tante a décrit. Qu'est-ce qu'elle a dit? Que j'étais socialement compliqué? Ennuyeux, même? Preston inclina la tête, amusé. Et vous n'êtes pas ennuyeux. Vous semblez juste fatigué. Son sourire s'effaça, mais pas de manière négative. C'était comme si elle avait touché quelque chose de vrai, quelque chose qu'il laissait rarement paraître. Je suis fatigué de jouer un rôle, d'être l'héritier Whitmore avant d'être quoi que ce soit d'autre. Clara posa ses bras sur la table, se penchant légèrement en avant. Et qui êtes-vous quand vous n'avez pas à être l'héritier? Preston resta silencieux un long moment. Autour d'eux, les rires fusaient, l'argenterie tintait, des marchés se concluaient. Mais là, dans cette petite bulle, il n'y avait que deux. Je suis architecte, dit-il enfin. Ou je l'étais. Avant la mort de mon père et que j'hérite de tout ça, je dessinais des bâtiments. Pas pour le profit, mais parce que j'aimais voir quelque chose prendre forme, quelque chose qui commençait comme une idée et devenait réel. Vous dessinez toujours? Parfois. Tard le soir, quand personne n'a besoin de moi pour signer des contrats ou assister à des dîners comme celui-ci. Il fit un geste subtil vers la salle. Mais ce n'est pas pareil. Pas quand c'est juste un passe-temps. Clara sentit un serrement dans sa poitrine. Elle connaissait ce sentiment. La sensation d'être plus grand que l'espace dans lequel on est piégé. Je voulais être professeur, dit-elle, se surprenant elle-même par cet aveu. Littérature. J'aimais lire, écrire, penser aux histoires. Mais ma mère est tombée malade, mon père nous a quittés, et mon frère n'était qu'un enfant. Alors la vie est arrivée, et la réception de la clinique n'était pas le plan. Non, mais ça paie les factures, et ça m'a appris que les rêves doivent parfois attendre ou changer de forme. Preston l'observa un long moment,
comme s'il mémorisait chaque détail. Vous ne parlez pas comme quelqu'un qui a abandonné. Je n'ai pas abandonné. Je me suis juste adapté. Clara prit sa fourchette mais ne commença pas à manger. Et vous? Avez-vous renoncé à être architecte? Je ne sais pas. Peut-être que j'attends juste une raison d'y retourner. Il fit une pause, ses yeux fixés sur les siens. Ou quelqu'un pour me rappeler pourquoi c'était important. L'air entre eux sembla changer. Ce n'était pas de l'attirance physique, pas encore. C'était quelque chose de plus profond. Une reconnaissance. Le dîner se poursuivit, mais pas comme Clara l'avait imaginé. Ils parlèrent des livres qu'ils aimaient, de Brooklyn et de Manhattan, de l'étrangeté d'être entouré de gens tout en se sentant seul. Preston rit pour de vrai quand Clara lui raconta l'histoire d'un patient qui avait essayé de s'enfuir du fauteuil du dentiste. Clara sentit son cœur battre la chamade quand il décrivit le dernier projet qu'il avait dessiné, une bibliothèque communautaire qui n'avait jamais vu le jour. Au moment où le dessert arriva, Clara réalisa que des heures s'étaient écoulées, et que, pour la première fois depuis longtemps, elle ne pensait ni aux factures, ni à sa mère, ni à l'épuisement. Elle était juste présente. Merci, dit Preston quand le serveur apporta l'addition. Pourquoi? Pour ne pas avoir fait semblant. Pour avoir été. Vous. Il signa le reçu sans regarder le montant. Ma tante avait raison. J'avais besoin de ça. Clara sourit. A-t-elle souvent raison? Malheureusement, oui. Preston se leva, offrant sa main. Puis-je vous raccompagner à votre voiture? Ils marchèrent ensemble vers la sortie, côte à côte, sans se presser, et quand le chauffeur ouvrit la porte, Clara se tourna vers lui. Preston? Oui. Vous devriez recommencer à dessiner, pour de vrai. Pas juste tard le soir. Il ne répondit pas immédiatement, mais alors que la voiture commençait à s'éloigner, Clara regarda par la vitre arrière. Preston était toujours là, debout sous la lumière dorée de l'astère, et pour la première fois depuis longtemps, il n'avait pas l'air si fatigué. Chapitre 3, Rumeurs et mensonges. Clara ne s'attendait pas à revoir Preston. Le dîner avait été une soirée isolée, une obligation remplie en échange d'une augmentation qui se reflétait déjà sur sa prochaine fiche de paie. Elle remercia Margaret le lundi suivant et retourna à sa routine, accueillir les patients, organiser les dossiers et répondre aux appels. La vie continuait, comme toujours. Mais le mercredi, Margaret l'appela de nouveau dans son bureau. « Clara, j'ai des nouvelles. La famille Whitmore va parrainer une rénovation complète de la zone de réception de la clinique. Nouvelle structure, nouvel équipement, design moderne. Et Preston sera l'architecte en charge. » Clara sentit son cœur rater un battement. « Preston? Il va travailler ici? » Margaret hocha la tête, satisfaite d'elle-même. Il a insisté, a dit qu'il voulait un projet qui signifiait quelque chose. Eh bien, il semble que vous ayez fait impression. Elle fit une pause, ses yeux brillant de quelque chose entre l'amusement et le calcul. Il va avoir besoin de quelqu'un qui connaît le flux de la clinique, les besoins des patients. Vous travaillerez avec lui. Avec moi? Clara sentit son visage chauffer. Vous êtes réceptionniste depuis 3 ans. Personne ne connaît cet espace mieux que vous. Et Preston a spécifiquement demandé que vous soyez son point de contact ici. Les jours suivants, la clinique se transforma en un chantier contrôlé. Preston arrivait chaque matin avec des porte-blocs, des tablettes et une équipe petite mais efficace. Il portait des jeans et des chemises aux manches retroussées, une version plus décontractée de l'homme que Clara avait rencontré à l'Astère. Et il était différent quand il travaillait. Concentré, intense. Ses yeux verts s'illuminaient d'une énergie qui n'avait pas été là cette première nuit. « Clara, pouvez-vous venir une minute ?» L'appela Preston le premier matin, pointant les croquis étalés sur la table de fortune installée dans un coin de la réception. Elle s'approcha, essuyant ses mains sur son tablier. « De quoi avez-vous besoin? Je veux comprendre le flux. Combien de personnes passent par ici quotidiennement? Combien attendent? Y a-t-il des heures de pointe? » Il prit un stylo, prêt à prendre des notes. Clara inclina la tête, réfléchissant. Entre 40 et 50 patients par jour. Les heures de pointe sont entre 9 et 11 heures le matin, puis entre 14 et 16 heures. Beaucoup de gens viennent directement après le travail ou amènent leurs enfants après l'école. Preston griffonna rapidement, puis leva les yeux.
Et qu'est-ce qui vous dérange? Dans l'espace actuel? Le bruit, dit Clara sans hésitation. La réception est juste à côté de la salle de radiographie. Chaque fois que la machine s'allume, ça effraie les enfants. Et la salle d'attente est petite. Les familles avec enfants sont à l'étroit. Il n'y a nulle part où les petits peuvent se distraire, alors ils deviennent anxieux. Preston arrêta d'écrire et la regarda avec une attention renouvelée. Vous remarquez ces choses? Je travaille ici tous les jours. Impossible de ne pas le remarquer. Il sourit légèrement. La plupart des gens ne le remarquent pas ou ne s'en soucient pas assez pour le mentionner. Il retourna à ses croquis, ajustant des lignes avec précision. Et si nous créions une zone d'attente séparée pour les enfants, avec des livres, des jouets éducatifs, peut-être même un mur interactif? Clara sentit quelque chose s'allumer en elle. Ça ferait une énorme différence. Les mères seraient moins stressées, et les enfants associeraient la clinique à quelque chose de positif, pas quelque chose d'effrayant. Exactement. Preston griffonna d'autres notes. Vous comprenez les gens, Clara. Pas juste les chiffres ou la logistique. Vous voyez vraiment les gens. Elle détourna le regard, mal à l'aise avec le compliment. C'est juste de l'attention. C'est de l'empathie. Et c'est rare. Au fil des jours, ils s'installèrent dans une routine. Preston arrivait tôt, et Clara ajustait sa pause café pour coïncider avec les moments où il avait besoin de retour. Il parlait de couleurs, d'éclairage, de la façon dont un espace pouvait faire sentir quelqu'un en sécurité ou anxieux. Mais il parlait aussi d'autre chose. « Comment va votre mère » demanda Preston un matin, alors qu'il mesurait le mur pour les nouveaux placards. Clara s'arrêta de taper sur l'ordinateur, surprise. Mieux. L'augmentation a aidé. J'ai pu acheter ces médicaments à temps ce mois-ci. Preston hocha la tête mais ne dit rien. Il y avait quelque chose dans son silence qui semblait respectueux, comme s'il comprenait que certaines victoires étaient petites, mais signifiaient tout. Et vous? Clara tourna sa chaise pour lui faire face. Comment se passe le retour à la conception, pour de vrai? Il posa le maître ruban et s'appuya contre le mur, les bras croisés. Effrayant, mais bon. J'avais oublié ce que c'est de créer quelque chose à partir de rien, quelque chose qui sera utilisé par de vraies personnes. Et votre famille? Qu'en pense-t-il? Preston hésita. Ma tante m'a soutenu. Mon cousin, pas tellement. Il pense que je perds mon temps sur de petits projets. Mais ce projet n'est pas petit. Pas pour les gens qui vont utiliser cet espace. Clara sourit. Non, ce n'est pas petit. Un moment de silence confortable s'installa, le genre de silence qui n'existe qu'entre des personnes qui commencent à vraiment se connaître. Clara. La voix perçante de l'une des assistantes dentaires brisa l'instant. Ligne 2, c'est Madame Rodriguez, elle veut encore décaler son rendez-vous. Clara leva les yeux au ciel, mais décrocha le téléphone avec sa patience habituelle. Preston l'observa calmer la patiente, réorganiser l'agenda efficacement, et même réussir à faire rire la femme avant de raccrocher. Vous êtes doué pour ça, dit-il quand elle raccrocha. Pourquoi? Pour faire en sorte que les gens se sentent écoutés même quand ils sont difficiles. Clara haussa les épaules. Ça fait partie du boulot. Ce n'est pas donné à tout le monde. Preston s'approcha de son bureau, posant ses mains sur le bord. Vous aimez vraiment les gens, n'est-ce pas? La plupart du temps. Clara inclina la tête, l'étudiant. Et vous? Ça dépend des gens. Et moi? Est-ce que je tombe dans la catégorie des gens que vous aimez? Preston la regarda longuement, quelque chose changeant dans son expression. Vous êtes différente. Différente comment? Différente de tous ceux que j'ai rencontrés. L'air entre eux sembla s'épaissir. Clara sentit son cœur s'emballer, mais avant qu'elle ne puisse répondre, la porte de la clinique s'ouvrit, et un groupe de patients entra, apportant avec eux le froid de l'extérieur et le bourdonnement des conversations. Preston recula, s'éclaircissant la gorge. Je vais continuer les mesures. Bien sûr, dit Clara, essayant d'ignorer l'étrange sensation dans sa poitrine. Mais à mesure que les jours passaient, il devenait de plus en plus difficile d'ignorer. La façon dont Preston lui apportait toujours un café supplémentaire, sans demander. La façon dont il se souvenait de petits détails qu'elle avait mentionnés en passant. La façon dont leurs doigts s'effleuraient accidentellement quand ils se passaient des papiers.
Et la façon dont elle commençait à attendre son arrivée chaque matin. Un soir, alors que Preston rassemblait ses affaires pour partir, il s'arrêta à son bureau. « Clara ? » ?»« Oui. »« Voudriez-vous dîner avec moi ? Pour de vrai cette fois ? Pas d'obligation ni d'arrangement. Juste. Nous deux. » Clara sentit le monde ralentir. Elle savait qu'elle devrait réfléchir. Qu'elle devrait considérer les complications. Qu'ils venaient de mondes complètement différents. Mais quand elle le regarda, dans ses yeux verts fatigués qui semblaient maintenant moins lasses, elle ne put penser qu'à une chose. « Oui, dit-elle. J'aimerais beaucoup. » Et quand Preston sourit, un sourire vrai et complet qui illumina tout son visage, Clara sut que quelque chose avait changé. Quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait plus ignorer. Chapitre 4, le scandale. Les jours suivants, la dynamique à la clinique changea subtilement. Preston restait professionnel, mais il y avait de petits gestes qui ne passaient pas inaperçus. Et les gens commencèrent à remarquer. La première fut Denise, une des assistantes dentaires. « T'as vu comme elle est toujours collée à lui ? C'est évident, non ? Elle sait ce qu'elle fait. Elle a mis le grappin sur le mec le plus riche du coin. » Clara serra les poings, mais continua de marcher. Elle ne leur donnerait pas la satisfaction de l'avoir ébranlé. Mais les mots restaient. Et ils faisaient mal. Quand Preston arriva cet après-midi-là, Clara était plus silencieuse que d'habitude. « Les gens parlent, Preston. De nous. Qu'ils parlent. C'est facile pour toi de dire ça. Tu es un Whitmore. Je suis. Moi. » La réceptionniste sortit de nulle part. « Clara, tu es la première personne depuis des années qui me fait me sentir réelle. Je ne laisserai pas des commérages bon marché détruire ça. » Mais les choses empirèrent. Une semaine plus tard, Margaret l'appela. « Clara, je reçois des commentaires. On dit que vous utilisez votre position pour vous rapprocher de lui. Que c'est inapproprié. Je dois protéger Preston. Les apparences comptent. » Puis, la bombe explosa un lundi matin. Le téléphone de Clara ne cessait de vibrer. Des messages d'inconnus. Et puis, un message d'une collègue, « Clara, tu as vu ce qu'ils disent sur toi. » Elle ouvrit le navigateur. Le premier titre lui fit perdre pied, une réceptionniste accusée d'avoir divulgué des informations confidentielles sur la famille Whitmore. Des captures d'écran de conversation, soi-disant d'elle, montraient une Clara Mendez négociant des informations et parlant de séduire l'héritier. Tout était faux. Fabriqué. Le téléphone sonna. C'était Margaret. « Clara, venez à la clinique. Maintenant. » À son arrivée, des journalistes étaient déjà là. Clara entra, tête baissée. Dans le bureau de Margaret, Preston était là, l'air anéanti. « Je n'ai pas écrit ça, » dit Clara immédiatement. « Je veux te croire, Clara, » dit Preston, sa voix fatiguée. « Mais les captures d'écran. Elles semblent très convaincantes. Elles sont fausses. Quelqu'un me piège. » Mais Preston garda le silence. Et ce silence fit plus mal que tous les mensonges publiés. « Je vais devoir vous mettre à pied temporairement, » dit Margaret. « Avec salaire, jusqu'à ce que ce soit résolu. » Clara prit son sac et sortit. « Clara, attends. » lança Preston. Mais elle était déjà partie. Chapitre 5, l'enquête. 2 semaines passèrent. Clara vivait recluse. Son frère s'était battu à l'école pour la défendre. Sa mère pleurait en regardant les nouvelles. Preston essaya de la voir. Il laissa finalement une lettre sous sa porte. « Clara, je sais que je t'ai failli. J'ai eu peur que l'histoire se répète. Mon ex, Vanessa, m'avait trompé de la même manière. Mais tu n'es pas elle. J'ai engagé des enquêteurs. Je veux que tu sois dans ma vie. Fais-moi confiance. Juste une dernière fois. » Clara pleura, mais ne répondit pas. Le doute était semé. Pendant ce temps, Preston vivait son propre enfer. Son cousin Charles était impitoyable. « Tu mets tout en péril pour une réceptionniste ? Réveille-toi, Preston. Elle t'a utilisé. » « Non, » dit Preston. « Et je vais le prouver. » Margaret l'appela quelques jours plus tard, la voix lasse. « Preston, nous devons parler de Clara. »
Les enquêteurs ont trouvé quelque chose. Mais tu ne vas pas aimer ça. Preston sentit son estomac se nouer. Quoi? Les messages ont été envoyés depuis un appareil connecté au réseau de la clinique, mais pas depuis le téléphone de Clara. C'était depuis un ordinateur secondaire à l'accueil. Quelqu'un a utilisé ses identifiants. Elle a donc été piégée. Je le savais. Oui. Mais découvrir qui a fait ça sera plus difficile. La personne savait ce qu'elle faisait. Elle a brouillé les pistes. Preston passa ses mains dans ses cheveux, frustré. Continuez l'enquête. Je ne m'arrêterai pas avant d'avoir blanchi son nom. Et si elle ne voulait plus rien avoir à faire avec vous? La question resta en suspens. Preston n'avait pas de réponse, car c'était là sa plus grande peur. Cette nuit-là, il conduisit à nouveau jusqu'à l'appartement de Clara, mais cette fois pas pour lui rendre visite, juste pour être là, pour s'assurer qu'elle était en sécurité, même de loin. Il vit la lumière allumée dans l'appartement, aperçut sa silhouette passer devant la fenêtre, et sentit son cœur se briser. Elle était si proche, et pourtant semblait inaccessible. À l'intérieur, Clara regardait aussi par la fenêtre. Elle vit sa voiture, sut qu'il était là, et une partie d'elle voulait descendre, voulait courir vers lui, tout oublier et sentir à nouveau ses bras autour d'elle. Mais l'autre partie, la partie blessée, celle qui avait passé des semaines à être publiquement détruite, ne pouvait pas franchir ce pas. « Pourquoi ne vas-tu pas le rejoindre ?» La voix faible de sa mère lui parvint de la chambre. Clara se retourna, surprise. « Maman, tu devrais dormir. »« Comment puis-je dormir quand je vois ma fille souffrir ainsi ?» Sa mère s'avança lentement vers elle, s'appuyant contre le mur. « Est-ce que tu l'aimes ?» Clara sentit les larmes revenir. « Je ne sais pas, peut-être. Mais l'amour ne suffit pas, maman. Il a douté de moi, un instant. Et nous doutons tous quand nous avons peur. Mais il aurait dû me faire confiance. Et tu devrais le laisser t'aider. » Sa mère prit son visage entre ses mains. « L'orgueil ne te tiendra pas chaud la nuit, Clara. Et cet homme est en bas, il attend. Cela veut dire quelque chose. » Clara regarda de nouveau par la fenêtre. La voiture était toujours là. Mais elle ne descendit pas. Et quand Preston partit finalement 1 heure plus tard, Clara eut l'impression d'avoir perdu quelque chose de précieux, quelque chose qui pourrait ne jamais revenir. Les jours continuèrent de s'étirer en longueur. Clara essayait de maintenir une routine, mais tout semblait vide. Elle préparait le petit déjeuner pour son frère. S'occupait de sa mère. Nettoyait la maison. Mais c'était comme si elle se contentait d'exister, sans vivre. Et la nuit, quand le silence pesait trop lourd, elle prenait la lettre de Preston et la relisait. « Je te veux dans ma vie, avec tout ce que cela implique. » Le voulait-il vraiment? Ou était-ce juste la culpabilité qui parlait? Elle ne savait plus. Et cette incertitude, plus que n'importe quel scandale, était ce qui faisait le plus mal. Parce que pour la première fois de sa vie, Clara s'était permis de croire qu'elle pouvait avoir quelque chose de plus. Qu'elle pouvait être aimée non pas malgré ce qu'elle était, mais exactement pour ce qu'elle était. Et maintenant, cette croyance gisait en miettes sur le sol, avec son cœur. 3 semaines après le scandale, Margaret appela Clara. « J'ai besoin que vous veniez à la clinique demain. C'est l'inauguration de la nouvelle zone de réception. » Clara hésita. « Docteur Margaret, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Les gens. Je ne vous le demande pas, Clara. Je vous convoque. Vous faites partie de ce projet autant que Preston, et vous méritez d'être ici. » Il y avait quelque chose de différent dans le ton de Margaret, quelque chose de ferme, mais aussi de protecteur. « D'accord, » dit finalement Clara. « Je serai là. » Ce soir-là, elle se regarda dans le miroir pour la première fois depuis des semaines. Le reflet qui la fixait était celui d'une femme fatiguée, aux cernes profonds, au visage amaigri, aux yeux sans éclat. Mais elle se força tout de même à lever le menton. Elle n'avait rien fait de mal, et elle n'allait pas se cacher éternellement. Le lendemain matin, Clara enfila un blazer simple et un pantalon noir, tira ses cheveux en un chignon bas, prit une profonde inspiration et partit. À son arrivée à la clinique, la réception était transformée. Ce qui avait été un espace exigu et claustrophobe était désormais ouvert et lumineux, baigné par la lumière naturelle traversant de grandes fenêtres. Les murs étaient d'un bleu doux et apaisant, et il y avait une zone séparée pour les enfants, exactement comme elle l'avait suggéré, remplie de livres colorés,
de jouets éducatifs et d'un mur interactif avec des dessins d'animaux. C'était beau, et c'était réel. Preston était de l'autre côté de la pièce, discutant avec des investisseurs. Quand ses yeux croisèrent les siens, il s'arrêta au milieu de sa phrase. Pendant un long moment, ils se contentèrent de se regarder, et Clara vit quelque chose qu'elle n'attendait pas, du soulagement, pur et profond. Mais avant que l'un ou l'autre ne puisse bouger, une mère entra avec un jeune enfant dans les bras. Le garçon pleurait désespérément, le visage rouge, les yeux écarquillés de panique. Il ne veut pas entrer. Il est terrifié par le dentiste. La mère semblait épuisée, frustrée. Le personnel échangeait des regards mal à l'aise. Margaret commença à s'approcher, mais Clara fut plus rapide. « Et, champion !» Clara s'accroupit à la hauteur du garçon, la voix douce. « Comment t'appelles-tu » Le garçon renifla, cachant son visage dans l'épaule de sa mère. « Lucas. »« Lucas. C'est un nom cool. Tu sais, Lucas, moi aussi j'avais peur quand j'étais petite, vraiment peur. » Le garçon jeta un coup d'œil à travers ses doigts. « C'est vrai ? C'est vrai. Mais tu sais ce qui m'a aidé. » Clara pointa du doigt la zone pour enfants, montrant que l'endroit n'était pas effrayant, qu'il y avait des couleurs, des jouets, des choses chouettes. « Tu veux jeter un coup d'œil avec moi » Lucas hésita mais hocha légèrement la tête. Clara tendit la main et il la prit, descendant des bras de sa mère avec précaution. Elle le guida vers le mur interactif, où les dessins d'animaux s'illuminaient au toucher. Ses yeux s'agrandirent d'émerveillement. « Regarde, le lion, il brille. C'est magique, n'est-ce pas » Clara sourit. « Et tu sais quoi d'autre » Là-dedans, dans le bureau du dentiste, il n'y a rien qui fait mal, juste un gentil docteur qui veut rendre tes dents fortes comme celles du lion. Lucas la regarda, encore incertain. « Promis » ? « Promis. Et quand tu auras fini, reviens ici et dis-moi comment ça s'est passé. » Marché conclu ? Marché conclu. Quand Lucas entra enfin dans la salle de soins, souriant et tenant la main de sa mère, toute la pièce était silencieuse. Tout le monde avait observé la scène et beaucoup des visages qui avaient auparavant regardé Clara avec mépris affichaient maintenant quelque chose de différent. Du respect. Margaret s'approcha, les yeux brillants. « Vous avez toujours été douée avec eux. » Clara hocha simplement la tête, essayant d'ignorer la boule dans sa gorge. Mais quand elle se retourna, Preston était juste derrière elle. « Clara. » Sa voix était basse, rauque. « On peut parler, s'il te plaît ?» Elle hésita, mais acquiesça. Ils sortirent par la porte latérale vers le petit patio arrière de la clinique. La pluie avait commencé à tomber, fine et froide, mais aucun des deux ne semblait s'en soucier. « Je suis désolé. » Les premiers mots de Preston sortirent précipitamment, comme s'il les avait répétés 1000 fois, mais ils ne semblaient toujours pas suffisants. « J'aurais dû te défendre dès la première seconde. Je n'aurais pas dû laisser le doute m'aveugler. » Clara croisa les bras, se protégeant du froid et de sa propre vulnérabilité. « Mais tu l'as fait. »« Je l'ai fait. Et c'est la pire chose que j'ai jamais faite. » Preston fit un pas en avant, la pluie trempant ses cheveux, ruisselant sur son visage. « Mais je n'ai jamais, pas une seule seconde, cru que tu étais coupable. Ce que j'ai ressenti, c'était de la peur. La peur de m'être trompé à nouveau. La peur de te perdre. Et cette peur m'a paralysé alors que j'aurais dû me battre. Tu m'as blessé, Preston. » La voix de Clara tremblait. « On me détruisait et tu es resté silencieux. Je sais. Et je passerai le reste de ma vie à essayer de me rattraper, si tu me le permets. » Il s'approcha encore, ses yeux fixés dans les siens. « Mais j'ai besoin que tu saches quelque chose. Nous avons découvert qui a fait ça. » Les yeux de Clara s'écarquillèrent. « Qui ? » Vanessa. Mon ex-copine. Sa voix était chargée d'une colère contenue. Elle ne s'est jamais remise de notre rupture. Quand elle a appris pour toi, elle a engagé quelqu'un pour pirater le système de la clinique, falsifier les messages et les divulguer à la presse. Elle voulait te détruire. Et elle a failli réussir. Clara sentit ses jambes faiblir. Vanessa. Nous avons toutes les preuves. Les traces numériques, les aveux de la personne qu'elle a engagée, tout. Margaret a déjà contacté les avocats. Nous allons poursuivre le média qui a publié l'histoire et exiger une rétractation publique. Ton nom va être blanchi, Clara.
complètement. Les larmes commencèrent à couler, se mêlant à la pluie. Pourquoi? Pourquoi ferait-elle ça? Parce qu'elle est toxique. Et parce qu'elle a vu quelque chose en toi qui la menaçait. Preston prit doucement son visage entre ses mains. Elle a vu que tu étais vrai. Que ce que nous avions était réel. Et ça l'a rendue folle. Clara ferma les yeux, laissant les larmes couler. Je pensais avoir tout perdu. Mon travail. Ma réputation. Toi. Tu ne m'as pas perdu. La voix de Preston était ferme maintenant, déterminée. Tu ne m'as jamais perdu. J'ai juste été assez stupide pour te faire croire le contraire. Elle ouvrit les yeux, rencontrant les siens. Et maintenant? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, je te demande quelque chose. Preston s'agenouilla là, sur le sol mouillé, sous la pluie qui tombait de plus en plus fort. Pas une demande en mariage. Pas encore. Mais une demande pour une chance. Une chance de te prouver que je te fais confiance. Que je crois en toi. Que je te veux, Clara Mendes, avec tout ce que cela implique. Tes luttes. Ta famille. Tes peurs. Tes rêves. Tout. Clara le regarda. Cet homme qui était entré dans sa vie comme un étranger et était devenu son ancre. Et elle réalisa quelque chose. L'amour n'était pas parfait. Il n'était pas exempt d'erreurs ou de doutes. Mais c'était le choix de continuer à essayer, même quand tout semblait impossible. Lève-toi, dit-elle, la voix tremblante mais ferme. Preston se leva, sans jamais lâcher ses mains. Je te pardonne, chuchota Clara. Pas parce que ce que tu as fait était juste. Mais parce que j'ai peur aussi. Peur que ce soit trop beau pour être vrai. Peur d'être blessé. Mais je ne veux pas vivre dans la peur, Preston. Je veux vraiment vivre. Avec toi. Il l'attira dans une étreinte serrée et elle sentit son cœur battre fort contre le sien. Là, sous la pluie, trempés et frissonnants, ils se tenaient l'un l'autre comme s'ils étaient la seule chose solide au monde. Je t'aime, dit Preston, sa voix étouffée dans ses cheveux. Je t'aime tellement que ça m'effraie. Moi aussi, répondit Clara, s'autorisant pour la première fois à le dire à voix haute. Je t'aime aussi. Quand ils se séparèrent enfin, Preston sourit. Un vrai sourire lumineux qui transforma tout son visage. On rentre? Tu es trempé. Nous le sommes tous les deux. Oui. Mais ça en valait la peine. Et main dans la main, sous la pluie qui commençait enfin à se calmer, ils rentrèrent à l'intérieur. Où la vie, finalement, les attendait. Les jours suivants les retrouvailles furent une avalanche d'actions. Margaret convoqua une réunion d'urgence avec tout le personnel de la clinique. Employés, dentistes, assistants. Tout le monde était présent, y compris Denise, qui évitait le regard de Clara depuis son entrée dans la pièce. Je veux que tout le monde écoute attentivement, commença Margaret, la voix ferme et autoritaire. Les accusations contre Clara Mendes étaient fausses, complètement fabriquées. Nous avons la preuve irréfutable qu'elle a été victime d'une conspiration orchestrée par quelqu'un d'extérieur à cette clinique. Un murmure parcourut la salle. Certains visages montraient une véritable surprise, d'autres de la honte. Vanessa Hartley, l'ex-petite amie de Preston Whitmore, a engagé un pirate informatique pour s'introduire dans notre système, utiliser les identifiants de Clara et créer de fausses conversations. Tout était planifié pour détruire sa réputation. Margaret fit une pause, laissant l'information pénétrer les esprits. Clara n'est pas seulement innocente, elle est une victime, et quiconque a propagé des rumeurs ou contribué à sa souffrance devrait sérieusement réfléchir à ses actes. Le silence qui suivit fut lourd. Clara était assise à côté de Preston, leurs mains entrelacées. Elle ne se sentait pas victorieuse, juste fatiguée. Mais aussi, pour la première fois depuis des semaines, elle ressentait quelque chose comme du soulagement. Je veux présenter mes excuses. Sa voix sortit basse mais stable. Tous les yeux se tournèrent vers elle. Pas pour quelque chose que j'ai mal fait, mais pour tout inconfort que cette situation a apporté à la clinique. Je sais que cela n'a été facile pour personne. Vous n'avez aucune excuse à faire, dit fermement Margaret. Aucune. Et j'attends de tout le monde ici qu'il le comprenne. Denise remua mal à l'aise sur sa chaise mais ne dit rien. Pendant ce temps, en coulisses, l'équipe juridique de Preston travaillait sans relâche. Ils tracèrent chaque pas de Vanessa.
Ils découvrirent qu'elle avait payé 15 000 $ à un pirate spécialisé dans la falsification numérique. Ils trouvèrent des emails, des virements bancaires, et même des enregistrements d'appels téléphoniques où elle discutait du plan. Vanessa avait été prudente, mais pas assez. 3 jours plus tard, l'équipe juridique déposa une plainte contre elle pour diffamation, atteinte à la vie privée et conspiration en vue de commettre une fraude. Simultanément, ils poursuivirent le média sensationnaliste qui avait publié l'histoire sans vérifier les faits. Le média, réalisant la gravité de la situation et les preuves irréfutables, paniqua. Ils publièrent une rétractation complète en première page de leur site. Erreur journalistique, Clara Mendes est innocente, victime d'une falsification criminelle. L'article détaillait tout le stratagème, présentait des excuses formelles et reconnaissait les dommages causés. Mais pour Clara, ces mots sur l'écran semblaient insuffisants. Comment effacer des semaines d'humiliation publique avec de simples excuses? Preston, sentant son hésitation, lui tint la main. Je sais que cela n'efface pas ce que tu as vécu, mais c'est un début. Le début de quoi? Le début pour montrer au monde qui tu es vraiment. Et il avait raison. Car 2 jours plus tard, Preston organisa une conférence de presse. Pas dans un bureau d'entreprise fermé, mais dans la clinique nouvellement rénovée elle-même. Il voulait que les journalistes voient l'endroit où Clara travaillait, où elle prenait soin des gens, où elle faisait la différence. Le matin de la conférence de presse, Clara était nerveuse. Preston, je ne sais pas si je peux faire ça. Parler devant toutes ces caméras. Tu n'as rien à dire si tu ne le veux pas. Je parlerai pour nous deux. Il tint son visage, ses yeux verts pleins de détermination. Mais je te veux à mes côtés, parce qu'il ne s'agit pas seulement de blanchir ton nom. Il s'agit de montrer que je te choisis, publiquement, sans aucun doute. Quand les journalistes arrivèrent, remplissant la zone de réception de caméras, de micros et de flash, Preston se tint devant tout le monde. Clara était à côté de lui, un pas en retrait, mais présente. Bonjour à tous, commença Preston, la voix claire et ferme. Je vous ai réunis ici aujourd'hui parce qu'une grave injustice a été commise, et je veux, en tant que membre de la famille Whitmore, clarifier les faits. Il passa les 15 minutes suivantes à tout détailler. Les messages falsifiés, la conspiration de Vanessa, les preuves rassemblées par l'équipe juridique et l'innocence totale de Clara. Clara Mendes n'est pas une opportuniste. Ce n'est pas une escroc. C'est une femme travailleuse, dévouée, qui prend soin de sa famille avec dignité, et qui fait une différence dans la vie de tous ceux qui croisent son chemin. Preston fit une pause, puis se tourna pour la regarder directement. Elle est aussi la femme que j'aime, et je ne permettrai pas que des mensonges continuent de ternir son nom. Les flashs explosèrent. Les questions fusèrent de toutes parts. Monsieur Whitmore, cela signifie-t-il que vous êtes officiellement ensemble? Cela signifie que je suis à ses côtés. Je l'ai toujours été, et je le serai toujours. Et mademoiselle Mendes, a-t-elle quelque chose à dire? Clara sentit tous les regards se tourner vers elle. Son cœur battait la chamade, ses mains étaient moites, mais quand elle regarda Preston et vit l'encouragement dans ses yeux, quelque chose en elle se renforça. Elle s'avança. Je veux juste dire une chose, commença Clara, la voix tremblante au début, mais gagnant en force. Ces dernières semaines, j'ai beaucoup perdu. Ma paix, ma vie privée, j'ai failli perdre mon travail et ma dignité. Mais j'ai appris quelque chose d'important. Elle prit une profonde inspiration. J'ai appris que peu importe le nombre de mensonges racontés sur vous, la vérité finit toujours par se frayer un chemin. Et j'ai appris que les gens qui vous connaissent vraiment, qui vous aiment vraiment, resteront à vos côtés, même quand c'est difficile, même quand le monde entier est contre vous. Clara regarda directement les caméras. Alors, à tous ceux qui ont cru aux mensonges, qui ont propagé les rumeurs, qui m'ont jugé sans me connaître, je vous pardonne. Parce que garder de la colère ne ferait que me blesser davantage. Et j'ai déjà assez souffert. Le silence dans la salle était absolu. Et à ceux qui sont restés à mes côtés, en particulier Preston, ma famille et le docteur Margaret, merci. Merci de m'avoir rappelé que je vaux plus que les mensonges qu'on raconte sur moi. Quand elle eut fini, Preston lui tendit la main. Elle la prit, et il la tira contre lui devant toutes les caméras, tous les journalistes, tout le monde. Elle n'est pas une conquête, dit Preston, la voix ferme et claire. Elle est un choix. Le meilleur choix que j'ai jamais fait. Et là, devant tout le monde, il se tourna et la regarda dans les yeux, non pas avec pitié,
non pas avec culpabilité, mais avec amour. Un amour pur, profond et inébranlable. Les applaudissements commencèrent lentement, d'abord de Margaret, qui se tenait au fond de la salle, les yeux brillants, puis de certains membres du personnel de la clinique, et enfin, étonnamment, de certains journalistes eux-mêmes. Car tout le monde avait été témoin de quelque chose de rare, un amour qui ne pliait pas sous la pression, une dignité qui ne se brisait pas face à l'injustice, et une femme qui, malgré tout, choisissait encore de pardonner. Cette nuit-là, la conférence de presse fit la une de tous les sites d'information, mais cette fois les titres étaient différents. Preston Whitmore défend sa petite amie lors d'une conférence de presse émouvante, Clara Mendes, la femme qui a survécu à une conspiration et choisi le pardon, amour et justice, l'histoire qui émeut New York. Les commentaires sur les réseaux sociaux changèrent. Les gens qui l'avaient attaqué s'excusaient maintenant. Les messages de soutien commencèrent à affluer, et lentement, très lentement, le monde commença à voir Clara telle qu'elle avait toujours été, une femme ordinaire, accomplissant des choses extraordinaires, simplement en étant elle-même. Ce soir-là, Preston emmena Clara dîner dans le même restaurant italien où ils avaient eu leur premier rendez-vous, mais cette fois, il n'y avait ni peur, ni doute, juste deux, et l'avenir qui s'ouvrait devant eux. « Merci », dit Clara au milieu du dessert. « Pourquoi ? Pour t'être battu pour moi. Même quand j'avais presque abandonné. » Preston lui prit la main par-dessus la table. « Je me battrai toujours pour toi, parce que tu vaux chaque bataille. » Et là, sous les lumières douces du restaurant, Clara sut qu'elle était enfin en sécurité. Pas parce que le monde avait cessé de juger, mais parce qu'elle avait quelqu'un qui choisissait de rester, quoi qu'il arrive. La semaine après la conférence de presse fut comme respirée pour la première fois depuis des mois. Clara retourna officiellement travailler à la clinique. Quand elle franchit la porte ce premier matin, ses collègues l'accueillirent différemment, certains avec des sourires sincères, d'autres avec des excuses murmurées. Denise, en particulier, s'approcha les yeux baissés. « Clara, je suis désolée. Pour les choses que j'ai dites, pour ce que j'ai pensé. » Clara la regarda un long moment. Une partie d'elle voulait s'accrocher à la blessure, mais une autre partie, celle qui avait appris que porter un fardeau était plus épuisant que de le lâcher, hocha simplement la tête. « Merci de dire ça. Ce n'était pas un pardon complet, mais c'était un début. » Preston continuait de venir à la clinique presque tous les jours, non plus seulement pour superviser la rénovation, qui était déjà terminée, mais pour la voir, pour déjeuner ensemble, pour voler des moments au milieu de la routine trépidante. « Tu vas continuer à me rendre visite éternellement ?» plaisanta Clara un jour, alors qu'il attendait qu'elle finisse avec impatient. « Si tu me le permets, » répondit-il en souriant de cette façon qui faisait toujours battre son cœur. « Ta famille n'a pas besoin de toi dans l'entreprise. » Preston haussa les épaules. « Ils ont Charles, et moi. J'ai trouvé quelque chose de plus important. » « Plus important qu'un empire immobilier ? » « Oui. » Il se rapprocha, baissant la voix. « Toi. » Mais la vie continuait d'avancer. Et Preston savait qu'il voulait quelque chose de plus, quelque chose de permanent. Il passa des jours à planifier. Il ne voulait pas de quelque chose d'extravagant ou de théâtral. Il voulait quelque chose qui ait du sens, quelque chose qui parlait de ce qu'ils étaient ensemble. 3 semaines après la conférence de presse, Margaret annonça qu'il y aurait une petite cérémonie pour l'inauguration officielle de la nouvelle réception. Rien de trop formel, juste les patients, le personnel, quelques partenaires de la clinique et bien sûr la presse locale qui voyait maintenant la clinique comme un symbole de dépassement de soi et de nouveau départ. Clara ne se doutait de rien. Le matin de la cérémonie, elle arriva tôt pour aider à l'organisation. La réception était décorée de fleurs simples mais élégantes. Une petite estrade avait été installée où Margaret prononcerait le discours officiel. Les patients commencèrent à arriver. Des familles que Clara connaissait bien. Des enfants qu'elle avait calmés avant les rendez-vous. Des mères qui la remerciaient toujours pour sa patience. Clara. La petite fille qu'elle avait aidée il y a des semaines courut vers elle en tenant un dessin. « Regarde, je t'ai dessiné. » Clara prit le papier, les yeux s'emplissant de larmes. C'était un dessin simple d'une femme souriante à côté d'une dent géante portant une cape de super-héros. « C'est magnifique. Je peux le garder ? » « Oui, tu es mon ami. » Quand la cérémonie commença, Margaret monta sur l'estrade et prononça un discours émouvant sur la transformation, sur les secondes chances, sur la façon dont les lieux pouvaient changer la vie des gens. Et rien de tout cela ne serait possible sans 2 personnes très spéciales.
Margaret regarda Clara et Preston, qui se tenaient côte à côte dans le public. Preston Whitmore, qui a apporté son talent et sa vision à ce projet. Et Clara Mendes, qui nous a rappelé ce qui compte vraiment, les gens. Les applaudissements remplirent la salle. Et maintenant, j'aimerais inviter Preston à dire quelques mots. Clara le regarda, surprise. Preston n'avait pas mentionné qu'il ferait un discours. Il monta sur scène, ajustant le micro, ses yeux cherchant les siens dans la foule. Merci, tante Margaret. Il s'éclaircit la gorge et Clara remarqua qu'il était nerveux. Preston Whitmore, l'homme qui dirigeait des réunions avec des investisseurs millionnaires, était nerveux. Quand j'ai commencé ce projet, je pensais que je ne faisais que concevoir un espace. Des murs, des meubles, une fonctionnalité. Mais j'ai appris quelque chose. Il fit une pause. J'ai appris que les lieux prennent vie grâce aux personnes qui les habitent. Et que certaines personnes changent non seulement les lieux, mais des vies entières. Clara sentit son cœur s'emballer. Où voulait-il en venir? Clara Mendes m'a appris ce que signifie être authentique. Elle m'a appris que la dignité ne vient pas des noms de famille ou des comptes en banque, mais de la façon dont on traite les gens, de la façon dont on choisit de se relever même quand tout s'effondre. Sa voix devint plus douce. Elle m'a appris à rêver à nouveau. Preston descendit de l'estrade et commença à marcher vers elle. La salle tomba dans un silence absolu. Et aujourd'hui, devant vous tous, je veux faire quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. Il s'arrêta devant elle. Et là, devant les patients, le personnel, la presse et Margaret qui regardaient avec les mains sur le cœur, Preston posa un genou à terre. Clara porta la main à sa bouche, les larmes coulant déjà sur son visage. Clara Mendes. Preston sortit une petite boîte en velours de sa poche. Tu n'es pas une partie de ma vie. Tu es la raison pour laquelle je veux vivre, la raison pour laquelle je me réveille chaque jour en voulant être meilleur. Et je ne veux pas passer un jour de plus sans savoir que tu seras à mes côtés. Il ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait une bague simple mais éblouissante, un saphir bleu entouré de petits diamants. C'était celle de ma mère. Elle a toujours dit qu'elle voulait que je la donne à quelqu'un qui ferait battre mon cœur plus vite. Et tu le fais, Clara. Chaque jour. Clara ne pouvait s'arrêter de pleurer. Autour d'elle, elle pouvait entendre des soupirs émus, des murmures, mais tout semblait distant. Il n'y avait que lui. Juste là, agenouillé, offrant non seulement une bague, mais un avenir. Veux-tu construire une vie avec moi? Avec tout ce que je suis, avec tout ce que tu es. Veux-tu m'épouser? Clara le regarda. Cet homme qui avait commencé comme un étranger, puis un ami, puis un amour, puis un doute, et maintenant. Maintenant il était une certitude. Oui. Le mot sortit doucement mais fermement. Oui. Je le veux. Preston glissa la bague à son doigt, et quand il se leva, il l'attira dans un baiser profond et vrai qui scellait non seulement un engagement, mais une promesse. La salle éclata en applaudissements. Les gens pleuraient ouvertement. Les enfants sautaient d'excitation. Et Margaret, qui avait toujours été si calculatrice et pratique, essuyait ses larmes avec un mouchoir. Quand ils se séparèrent enfin, Preston tint le visage de Clara entre ses mains. Je t'aime, et je t'aimerai chaque jour de ma vie. Je t'aime aussi, répondit-elle en souriant à travers ses larmes. Tellement que ça m'effraie. Alors ayons peur ensemble. Le personnel de la clinique les entoura, étreintes et félicitations affluant de toutes parts. Les patients prenaient des photos. Les enfants demandaient si c'était un conte de fées, et d'une certaine manière ça l'était, mais pas le genre de conte de fées où tout est parfait dès le début. C'était le genre où les gens trébuchent, tombent, se blessent, doutent, mais choisissent de se relever ensemble. Ce soir-là, Preston emmena Clara dîner avec les deux familles. Sa mère, encore fragile mais souriant plus qu'elle ne l'avait fait depuis des mois. Son frère, fier et heureux. Et Margaret, qui montrait enfin son côté plus humain. Bienvenue officiellement dans la famille, Clara, dit Margaret en levant son verre. Tu es sans aucun doute la meilleure chose qui soit jamais arrivée à ce neveu têtu. Preston ria. Merci, ma tante. C'est vrai. Margaret regarda Clara avec quelque chose ressemblant à de l'affection sincère. Tu l'as rendu vivant à nouveau, et pour cela je te suis éternellement reconnaissante. Plus tard, alors que Preston et Clara marchaient main dans la main dans les rues de Brooklyn,
la bague scintillant sous les lampadaires, elle s'arrêta et le regarda. Preston? Oui. Merci de ne pas m'avoir abandonné, même quand j'ai failli abandonner nous deux. Il l'attira contre lui, embrassant son front. Jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Et alors qu'ils rentraient chez eux, ce foyer qui serait bientôt le leur, Clara réalisa quelque chose. Elle n'était plus la réceptionniste qui avait accepté un arrangement étrange en échange d'une augmentation. Elle était la femme qui s'était battue pour sa propre dignité, qui avait survécu à une tempête, et qui, à la fin, avait trouvé non seulement l'amour, mais un foyer. Et cela valait plus que n'importe quel conte de fées, car c'était réel. 5 ans, c'est assez de temps pour que beaucoup de choses changent, mais c'est aussi assez de temps pour réaliser ce qui compte vraiment. Clara était dans la cuisine de leur maison à Portland, préparant du café tandis que la lumière du matin inondait la pièce à travers les larges fenêtres. La maison n'était pas immense, mais c'était la leur. 2 étages, une arrière-cour où poussaient des fleurs aux couleurs vibrantes qu'elle avait plantées elle-même, et un salon rempli de dessins d'enfants scotchés au mur. « Maman, maman, regarde ce que j'ai fait. » La voix aiguë et excitée la fit se retourner. Noah, du haut de ses 4 ans et demi, courait à travers la cuisine, tenant un morceau de papier froissé. Ses yeux verts, exactement comme ceux de son père, brillaient de fierté. « Qu'est-ce que c'est, mon chéri ?» Clara s'accroupit, essuyant ses mains sur son tablier. « Un dessin. C'est toi, moi, et papa, et mamie aussi. » Il pointa les bonshommes allumettes dessinés au crayon. « Et là, c'est notre maison. Avec des fleurs. » Clara sentit sa poitrine se serrer d'émotion. Même après 5 ans, il y avait encore des moments où le bonheur la prenait par surprise, presque comme si ce n'était pas réel. « C'est magnifique, Noah. On l'accroche sur le frigo ? » Oui. Il frappa dans ses mains, et Clara fixa le dessin avec un aimant à côté d'autres dessins, de photos de famille et de rappels quotidiens. La porte arrière s'ouvrit, et Preston entra portant une boîte à outils. Il était en sueur, sa chemise salie par la terre, mais souriant. « La balançoire est prête, » annonça-t-il. « Qui veut la tester ? » Moi. Noah courut vers son père, qui le souleva et le fit tourner, arrachant un rire tonitruant au garçon. Clara les regardait, appuyée contre le comptoir, le cœur comblé. Comment était-il possible d'aimer autant ? Comment était-il possible que cette vie, si simple, si ordinaire, soit plus riche que tout ce qu'elle avait jamais rêvé ? Ça va ? Preston s'approcha après avoir reposé Noah, sa main touchant légèrement sa taille. Ça va. Je réfléchissais juste. À quoi ? À comment nous sommes arrivés ici. Clara regarda par la fenêtre vers le jardin, où Noah sautait maintenant avec excitation vers la nouvelle balançoire. Il y a 5 ans, je pensais que je ne pourrais plus jamais respirer, et maintenant ? Et maintenant ? Preston la tourna vers lui, ses yeux toujours verts, toujours fatigués parfois, mais toujours pleins d'amour quand il la regardait. Maintenant, je respire plus facilement que jamais. Ils s'étaient mariés 6 mois après la demande. Une petite cérémonie intime, juste la famille et les amis proches. Clara portait une robe simple qu'elle avait choisie elle-même, et Preston avait pleuré en la voyant marcher vers lui. Les premières années furent celles des ajustements. Clara continua à travailler à la clinique pendant une autre année, mais quand le réseau de cliniques de la famille Whitmore commença à s'étendre, Margaret l'invita à diriger les soins aux patients sur tous les sites. « Vous savez comment faire en sorte que les gens se sentent vus ?» avait dit Margaret, et c'est ce qui fait la différence entre une bonne clinique et une excellente. Clara accepta, et découvrit qu'elle aimait ce travail. Elle formait des équipes, créait des protocoles de soins humanisés, visitait les lieux et écoutait les histoires. C'était différent d'être à l'accueil tous les jours, mais il s'agissait toujours de personnes, et cela le serait toujours. Preston, de son côté, laissa derrière lui la plupart de ses obligations d'entreprise. Il se consacra à des projets d'architecture sociale, bibliothèques communautaires, centres de santé dans les quartiers défavorisés, écoles publiques. Il concevait à nouveau avec passion, et il était heureux. Quand Noah naquit, tout changea à nouveau, mais d'une manière qu'aucun d'eux n'attendait. « Je ne savais pas que je pouvais aimer autant », avait chuchoté Preston à la maternité, tenant son fils nouveau-né avec un soin presque révérencieux. « Je ne savais pas que mon cœur pouvait grandir comme ça. »« Moi non plus », avait répondu Clara, épuisée mais radieuse. « Mais je crois que c'est ce que fait l'amour. Il s'agrandit. Toujours.
Le déménagement à Portland eut lieu 2 ans plus tard. Il voulait un rythme plus lent, une communauté plus proche. Il voulait que Noah grandisse en courant pieds nus dans le jardin, pas parmi les gratte-ciel et les klaxons. Et là, dans cette maison avec un jardin et des dessins sur les murs, ils construisirent quelque chose qui n'avait rien à voir avec l'argent ou le statut. Ils construisirent un foyer. Cet après-midi-là, après avoir couché Noah pour sa sieste, Clara et Preston s'assirent sur la balancelle du porche avec des tasses de thé. « Est-ce que tu regrettes ?» demanda soudainement Clara. Preston fronça les sourcils. « Regretter quoi ?»« D'avoir quitté New York, l'entreprise, la vie que tu avais. » Il resta silencieux un moment, comme s'il considérait vraiment la question. Puis il sourit. « Tu plaisantes ? J'ai tout gagné, Clara. Tout ce qui compte. Parfois je me demande si ça ne te manque pas. Le pouvoir, l'influence, le stress, les réunions sans fin, faire semblant de s'intéresser à des choses qui ne signifiaient rien. » Preston secoua la tête. « Non, pas une seconde. Parce qu'ici, sur ce porche, avec toi à mes côtés, et notre fils dormant à l'intérieur, je suis plus riche que je ne l'ai jamais été. » Clara posa sa tête sur son épaule. « Tu sais toujours quoi dire. Je dis juste la vérité. » Ils restèrent là dans un silence confortable, écoutant les oiseaux et le vent dans les arbres. Et puis Clara sentit quelque chose bouger en elle. Une sensation familière qu'elle reconnut immédiatement. « Preston ? Je crois qu'on a quelque chose à se dire. » Il se tourna vers elle, confus. « À propos de quoi ?» Clara prit sa main et la posa sur son ventre. « À propos de Noah qui va avoir un petit frère. Ou une petite sœur. » Les yeux de Preston s'écarquillèrent. « Je l'ai découvert hier. J'allais te le dire au dîner, mais je ne pouvais pas attendre. » Pendant un moment, Preston la regarda simplement, puis un immense sourire se répandit sur son visage. Il l'attira dans une étreinte serrée, et Clara entendit sa voix étouffée dans ses cheveux. « Je t'aime tellement, tellement. Je t'aime aussi. » Et là, dans ce moment simple, ils réalisèrent que la vie qu'ils avaient construite n'était pas parfaite. Il y avait des factures à payer, des défis à relever, des jours difficiles et des nuits fatigantes. Mais c'était la leur. Réelle. Choisie. Construite avec des racines profondes et des choix conscients. Plus tard, quand Noah se réveilla et qu'ils lui dirent qu'il allait être grand frère, le garçon sauta si haut que Preston dut l'attraper pour l'empêcher de tomber. « Je vais tout leur apprendre. Je vais leur apprendre à dessiner, à jouer, à être gentil, » compléta Clara en passant sa main dans ses cheveux. « Comme toi. »« Comme toi, » corrigea Preston, la regardant avec ce regard qui la faisait toujours fondre. Cette nuit-là, après avoir mis Noah au lit, Clara se tenait à la fenêtre de la chambre, regardant les étoiles. Preston s'approcha par derrière, l'enveloppant dans une étreinte. « À quoi penses-tu ? » ?»« À la chance que nous avons. »« De la chance ? » ?»« Oui. Parce que rien de tout cela n'était garanti. Nous aurions pu abandonner. J'aurais pu dire non ce premier soir. Tu aurais pu douter de moi pour toujours. Mais nous avons choisi de continuer, même quand c'était dur. » Preston embrassa le sommet de sa tête. « Et je continuerai de choisir chaque jour, pour toujours. Pour toujours. » Et alors qu'ils se tenaient là, enlacés, avec un enfant dormant dans la pièce voisine et un autre en route, ils connurent une vérité simple mais profonde. L'amour n'est pas un conte de fées où tout est parfait dès le début. C'est un choix. Quotidien. Conscient. Le choix d'être présent. De se battre. De pardonner. De grandir. Et quand ce choix est fait par deux personnes qui se voient vraiment, qui s'acceptent avec tous leurs défauts et leurs peurs, qui construisent quelque chose de réel. Eh bien, c'est plus magique que n'importe quelle histoire de princesse. Parce que c'est vrai. Et le vrai a toujours été plus beau que le parfait. Ainsi, Clara et Preston prouvèrent que le véritable amour ne naît pas de la perfection, mais des choix. Le choix de croire quand tout invite au doute. Le choix de pardonner quand s'accrocher à la blessure semblait plus facile. Le choix de construire, brique par brique, une vie que personne d'autre ne pourrait définir pour eux. Car à la fin, peu importe d'où vous venez ou qui dit que vous n'êtes pas à votre place. Ce qui compte, c'est qui choisit de rester. Qui choisit de vous voir. Qui choisit d'aimer. Non pas l'idée de vous, mais la vérité de qui vous êtes. Et c'est peut-être la plus grande leçon de toutes.
L'amour ne nous sauve pas des tempêtes. Il nous apprend à danser sous la pluie. Aux côtés de quelqu'un qui en vaut la peine. Et vous? Croyez-vous que l'amour peut surmonter n'importe quelle barrière? Que deux personnes de mondes différents peuvent construire quelque chose de réel? Si cette histoire a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, si vous avez ressenti quelque chose de vrai en suivant le voyage de Clara et Preston, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime ci-dessous. Cela nous montre que cela vaut la peine de continuer à raconter des histoires comme celle-ci. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires qui vous émouvront. Et dites-nous dans les commentaires, d'où écoutez-vous cette histoire? Nous adorerions le savoir. Et si vous sentez que chaque minute en valait vraiment la peine, cliquez sur le bouton au Super Thanks. Votre soutien fait toute la différence et nous aide à continuer d'apporter des histoires qui touchent l'âme.